Bonjour, c'est au tour de la seconde faction anglo quelque chose d'y passer, c'est-à-dire les anglo-danois. Une faction qui va jouer sur la fatigue avec des troupes assez classiques finalement. Le joueur anglo-danois va en effet essayer d'épuiser son adversaire avant de lui porter le coup de grâce. C'est particulier, une faction qui va donc temporiser et frapper au bon moment. Salsa, elle a des capacités qui sont plutôt faibles. Mis à part celle qui joue sur la fatigue, où là c'est vraiment sa spécialité. Attention, la fatigue de l'adversaire, pas la vôtre. La vôtre, vous avez quasiment aucun moyen de la gérer. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de moyens d'en infliger à l'adversaire. Au niveau des unités, le seigneur est obligatoirement équipé d'une arme lourde. C'est assez original. Pourquoi pas? En tout cas, c'est comme ça. Les gardes peuvent être en équipement standard ou en arme lourde. À voir ce que vous préférez. J'aime pas trop les gardes en arme lourde, moi d'habitude, mais bon, pourquoi pas. Les guerriers en équipement standard obligatoire. Et les levés, arc ou fronde, qui ont les mêmes caractéristiques. Ça fait très peu de choix de troupes. À voir comment mélanger tout ça pour faire quelque chose d'équilibré ou de puissant. Les capacités basiques n'ont rien d'exceptionnel, sont les mêmes que tout le monde, enfin que quasiment tout le monde du coup. Pour les capacités avancées, on va commencer avec Noble Lignée, qui est un ordre qui peut s'activer avec n'importe quel des sagas. Au moment d'activer cette capacité, il va nous falloir faire un choix. On pourra prendre un de nos dés sagas inactif et le mettre sur la face de notre choix, ou relancer autant de dés sagas inactifs que l'on souhaite. Il faut faire attention, les dés sagas inactifs, c'est ceux que l'on a déjà mis sur notre plateau et qu'on n'a pas encore utilisé. C'est pas les dés disponibles. Il ne faut pas faire la confusion. Donc en fait, le premier des deux effets, à mon sens, il peut s'appliquer que sur intimidation, pour améliorer l'effet d'intimidation. Ce qui est bien, en fait, ça sera la principale utilisation de cet effet-là. Le second effet, il va nous permettre de relancer un maximum de dés pour obtenir le plus de dés rares possible. Parce que vous allez voir que ce plateau, il tourne exclusivement aux dés rares. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut utiliser un dé rare pour résoudre les deux effets à la fois. C'est potentiellement intéressant si on a déjà un dé sur intimidation et qu'on veut le tourner. Et relancer tout le reste pour essayer de faire d'autres dés rares. C'est risqué, mais ça peut valoir le coup. C'est un coup de dé. La seconde capacité, intimidation, qui s'utilise avec un dé peu commun ou un rare, le cheval ou le casque. C'est une réaction à un ordre. Donc on l'utilise pendant la phase d'ordre adverse. Et lorsqu'on l'utilise, la première unité que l'adversaire va activer subira une fatigue à l'issue de cette activation. Donc c'est très bien, ça va obligatoirement mettre une fatigue à l'adversaire. Si on utilise le dé rare, ça va mettre une fatigue aux deux premières unités qui s'activent. Ça aussi, c'est impeccable en fait. C'est 2 fatigues pour un dé, c'est super. Mais c'est pour ça qu'on va être très dépendant des dés rares. En tout cas, c'est la première occurrence pour mettre des fatigues à l'adversaire. Et peut-être la meilleure même. La troisième capacité, le mur de bouclier qui nécessite 2 dés communs. Donc 2 fois la hache. Une réaction à un corps à corps ou un tir qui nous permet d'augmenter notre armure de 1. Moi, je trouve ça assez faible. Bon, après, ça permet de se défendre. Si on a des dés dont on ne sait pas quoi faire, on peut toujours les mettre là pour préparer le tour adverse et temporiser. Mais 2 dés pour cet effet-là, c'est assez dur. Souvent, l'adversaire va dépenser 1 dé pour, je ne sais pas, nous tirer dessus, par exemple. Et nous, on aura déboursé 2 dés pour essayer de se prémunir de ce tir. Ce qui fait qu'on n'est pas forcément gagnant sur le rapport. Mais bon, on n'a pas de si bonne capacité que ça. Ça en est une. Elle est là,
mais elle n'est pas inutile non plus. Il y a quand même des choses que vous serviez dans beaucoup de parties. La quatrième capacité, impitoyable, qui nécessite un des peu communs ou un des rares. Donc un des peu communs, on va pas se le cacher. C'est une capacité de corps à corps qui fait que l'adversaire subit une fatigue au moment où on utilise cette capacité. Ensuite, on ne pourra plus exploiter la fatigue adverse pendant ce corps à corps. Alors ça a plusieurs utilités. Déjà, c'est qu'on joue beaucoup sur les fatigues adverses, donc une occurrence de plus pour lui mettre une fatigue, c'est très bien. Et donc, ça peut comboter avec d'autres capacités, ou alors ça peut tout simplement épuiser l'adversaire à la suite d'un combat. Il va nous charger, on va avoir ça, il va repartir du combat avec 2 fatigues. Il suffit d'une petite attaque supplémentaire, le gars est épuisé, et après on peut lui faire tout ce qu'on veut, quoi. Et vu les autres capacités qu'on a comme intimidation, il ne pourra pas forcément le faire se reposer, ça va devenir très compliqué pour l'adversaire. Donc c'est très bien, et plus on a d'occurrences pour mettre des fatigues, mieux on se porte avec ce plateau-là. La 5e capacité, écraser les faibles, qui nécessite juste un dé commun, une capacité de corps à corps, qui nous fait gagner 4 dés d'attaque ou de défense, à condition que l'unité adverse ait une armure de 3 ou moins. Donc voilà, ça c'est le combo facile avec les fatigues adverses. Pour un dé commun, on peut avoir 4 dés, ce qui est très bien. Mais pour cela, il faut avoir exploité ses fatigues pour baisser son armure et en bénéficier à ce moment-là. Donc pas de souci sur cette capacité. C'est un moyen de dépasser les fatigues qu'on a infligées tout au long de la partie. La 6e capacité, épuisement, qui nécessite 2 dés rares. Ça, il me semble que c'est exclusif à la faction et à l'âge. Et à mon avis, il n'y en a pas tant que ça des factions, tout âge confondu, qui nécessitent une capacité aussi chère. C'est un ordre qui nous permet de désigner 3 unités et chacune de ces unités subit une fatigue. Alors pour moi, c'est même la meilleure capacité de tout le bouquin, même si c'est cher, parce que ça distribue 3 fatigues, c'est vraiment top, quoi. On gagne sur tous les tableaux. Le problème, c'est qu'il faut avoir fait 2 rares, ça c'est pas évident. C'est pour ça que le fait de pouvoir relancer ces dés sagas inactifs, ça peut servir pour aller chercher ça, quoi. C'est là où on va être dépendant du G2D. En tout cas, j'adore cette capacité. La 7e capacité, comme des rocs, qui nécessite un dé commun et un dé peu commun, c'est une réaction à un corps à corps ou un tir. Elle nous permet de relancer tous nos dés de défense. Donc voilà, enfin tous ceux que l'on désire, ceux qui ont réussi, on ne les relance pas. C'est un peu cher, je trouve, un peu comme mur de bouclier. Donc qu'est-ce qui est le mieux? Je ne sais pas, certainement mur de bouclier sur les gardes qui passent leur armure à 6. Donc de 5 à 6, c'est super. Ça peut-être si on va prendre la foudre, mais ça fait quand même bien cher la réaction, quoi. Enfin, voilà, c'est le plateau anglo-danois. 8e capacité, choc, qui nécessite un des peu communs encore, le cheval. Donc, on active une unité pour une charge qui va empêcher l'ennemi de serrer les rangs. Donc là, c'est pour pulvériser une unité ennemie qui aurait déjà subi les fatigues, etc. On active ça l'empêche de se protéger. Ça sert à achever. Après, nos dés peu communs, y a tellement d'endroits où les mettre qu'on ne sait plus trop, quoi. Mais ça reste une bonne option, quoi, et une bonne capacité permettant les combos, on va dire. 9e capacité, détermination, une capacité de corps à corps encore, qui nous permet de gagner 3 dés au choix, attaque, défense, on peut mélanger. Et un dé supplémentaire pour chaque fatigue présente sur l'unité adverse. Donc c'est là où
où on peut complètement cartonner un adversaire épuisé, puisque 3 fatigues, on va gagner 6 dés. Si on veut l'achever, c'est le moment. Voilà. Et ça aussi, ça nécessite un dé peu commun, donc il va vraiment falloir faire des choix à ce moment-là. Dernière capacité, une capacité que j'apprécie beaucoup, j'aime bien qu'il y en ait une par plateau de ce genre de capacité. C'est pas tout à fait vrai, il n'y en a pas sur tous les plateaux, mais sur beaucoup de plateaux, il y a quand même une capacité qui met en avant le héros. Donc, seigneur de guerre qui nécessite un dé rare. Voilà, c'est un peu cher quand même, et surtout qu'on en a besoin pour autre chose, des dés rares. Elle nous permet de retirer toutes les fatigues sur notre seigneur, de passer son armure à 6 jusqu'au début de notre prochain tour, donc pour se prémunir du tour adverse. Par contre, on ne peut plus activer notre seigneur durant ce tour. En fait, c'est super parce qu'on va prendre notre seigneur, on va le faire charger dans le tas, on va faire ce qu'on fait, puis ensuite on va activer ça pour retirer les fatigues qu'il aurait subies, celles qu'il a subies pendant le combat et éventuellement celles qu'il aurait subies pour éliminer pour compenser la perte qu'il aurait dû subir. Donc ça va le remettre tout neuf avec une armure de 6 prêt à encaisser le tour adverse. Il faut penser que le seigneur a une arme lourde, donc son armure elle va retomber à 5 au corps à corps. En attendant, ça lui fait 6 au tir. Et 5 au corps à corps, c'est plutôt costaud et il a aucune fatigue de subi. Donc il est prêt pour le tour adverse quand même. C'est super bien. Enfin, moi j'aime bien ce genre de choses qui déclenchent des vraies actions héroïques dans les parties, quoi. Un mot sur les unités légendaires, comme d'habitude. Le premier seigneur légendaire, c'est Harold Godwinson, le dernier roi saxon d'Angleterre, qui se bat avec ses frères en unité héroïque. Donc c'est la même unité, lui et ses 2 frères qui sont des gardes avec une agressivité améliorée. Tout ce beau monde est équipé d'armes lourdes et à plus, ils peuvent ignorer la première fatigue subie avec l'utilisation de la règle résistance. Donc pour un point, c'est très très correct et ça accentue encore la dernière capacité qu'on vient de citer, là, seigneur de guerre, qui fait que là c'est vraiment le héros, enfin le groupe de héros qui va renverser le cours de la bataille. Donc c'est chouette comme concept. La seconde unité légendaire, c'est Knut le Grand, premier roi anglo-danois d'Angleterre. Alors lui, il est balèze, il génère 3 sagas, donc un de plus que d'habitude pour les unités légendaires. On peut le mettre soit à cheval, soit avec une arme lourde. Étant donné qu'on n'a aucune autre unité à cheval, je vois pas trop l'intérêt, donc il ira très bien avec une arme lourde. Il a une résistance de 2, ce qui est encore une fois très bien. Et en plus de ça, il a une capacité unique qui fait qu'au début de notre tour, on peut choisir de jouer ce tour avec le plateau viking ou le plateau anglo-danois. J'adore ça, même si je ne l'ai jamais joué, attention. Mais je trouve que ça ouvre des possibilités tactiques énormes. Par contre, il faut connaître sur le bout des doigts les 2 plateaux pour savoir à quel moment on peut en utiliser un ou l'autre. Quel plateau va nous permettre de gagner la partie, quoi, de renverser le jeu à ce moment-là, ou de conforter son avance. C'est quand même très très bien comme règle. 2 unités légendaires qui sont très bien. Après, au niveau de la composition de la bande, ça va rien changer par contre. Mais ça changera le gameplay. Ce qu'on peut dire sur la faction anglo-danoise, finalement, c'est pas forcément évident à prendre en main, dans le sens où il faut être patient, mais on n'a pas non plus tant de capacité de défense que ça. On n'a pas vraiment de tir. On a nos levées, qui je pense soit indispensable, au moins une,
pour rendre l'appareil le temps de faire accumuler les fatigues à l'adversaire avant de pouvoir mener nos assauts correctement. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant un seigneur armes lourdes, etc., c'est plutôt une faction de temporisation et de frappe stratégique, quoi. Des unités missiles qui vont gagner leur combat au moment où on les envoie, avec, contrairement à d'autres factions où c'est grâce à nos puissantes capacités avancées, là c'est grâce à toute une mise en place de fatigue sur la bande adverse. Ça fait assez subtil comme manière de jouer finalement. Donc le jeu sur la fatigue, c'est leur spécialité. La spécificité du plateau, c'est très bien. On a une relance du moins de nos dés sagas grâce à Noble Lignée. C'est pas négligeable du tout. Au début, j'avais tendance à me dire que c'était un dé perdu, mais en fait, ça permet de mieux gérer le truc. Alors bon, après, si vous faites 2 mauvais lancers, tant pis quoi, mais vous aurez eu au moins la possibilité d'en faire un second. Le fait que le seigneur soit bien magnifié par la dernière capacité, ça me plaît, je l'ai déjà dit quelques fois. Même si c'est cher, même si on va pas pouvoir le faire souvent. Après, on peut se rendre compte que les capacités de combat sont faibles, très honnêtement, ou elles demandent une mise en place, ou elles nécessitent trop de dés, donc c'est quand même faible. Par rapport à ça, on va avoir besoin de beaucoup de dés saga, je pense, et particulièrement de dés rares. Donc en fait, vous allez être quand même très très dépendant de votre tirage de dés saga. Ce qui peut être potentiellement source de frustration. Parce que si vous déroulez bien les dés rares, l'adversaire va morfler. Et si vous les déroulez pas, s'ils sortent pas, vous allez prendre une rouste, quoi. Donc c'est pas non plus pile ou face, hein, mais c'est quand même assez hasardeux comme faction. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui détestent les factions avec de l'aléatoire parce que ça les frustre ou ça permet de pas jouer ce qu'on aimerait jouer. Et il y en a qui s'y font et qui se disent que pour une partie ratée, il y en a 3 de réussis ou ce genre de choses. Voilà. Il faut le prendre en considération si on veut jouer les anglo-danois, quoi. C'est une faction aléatoire à mon sens. Pour monter sa bande, quelques pistes. On peut prendre la piste la plus standard qui soit, enfin presque du moins. C'est-à-dire prendre une levée pour un support à longue distance. 4 points de guerrier qui constitueront le gros des troupes, qui sont suffisamment forts au combat et suffisamment résistants pour attendre le bon moment pour frapper. Et un point de garde qui se débrouille bien. Alors, arme lourde ou pas, ça dépend de vous. Mais qui servira de garde du corps au seigneur de guerre. J'aime bien en avoir un à cause de la dernière capacité uniquement, en fait. Parce qu'on est toujours à temps de se dire que le seigneur de guerre va, à un moment ou à un autre, faire quelque chose dans la partie. Néanmoins, vous pouvez quand même varier entre les gardes et les guerriers à votre guise en fonction de vos préférences. Parce que voilà, de toute façon, la différence entre les gardes et les guerriers, c'est uniquement de troquer un point d'armure pour 4 points de vie. Bon, et après, pour la durabilité du dé saga, je pense que ça se vaut. Donc, suivant ce que vous préférez. Les unités plus nombreuses ou plus armurées, ça se réfléchit. Donc c'est pas fixe entre les guerriers et les gardes à ce niveau-là. Les gardes, contrairement à tout ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos, pour cette faction, ils sont bien par petits groupes de 4. Parce qu'en fait, ils vont s'en prendre uniquement aux unités épuisées. Votre but, c'est d'aller attaquer des unités épuisées avec cette faction. Vous écraserez les faibles, comme c'est bien écrit. Voilà, c'est un peu lâche peut-être comme façon de jouer, mais en fait, voilà, vous fatiguez l'adversaire et vous attaquez aux faibles.
C'est le principe, à mon avis, de jeu des Anglo-Danois, des villes anglois. On peut aussi faire une variante un peu particulière. C'est pareil, ça je le fais jamais. Enfin jamais, sauf là du coup. Donc, on va jamais dire jamais. Et c'est prendre 2 points de levée pour diviser ces 24 figurines en 3 groupes de 8. Et ensuite, les 4 points qui restent, vous répartissez à votre guise entre guerrier et garde. Et de cette façon, ça nous permet d'avoir 8 dés saga au départ. Et comme c'est une faction très gourmande en dés rares, le but c'est d'en lancer le maximum, grâce à Noble Lignée, d'en relancer le maximum pour obtenir à tous nos tours 3 dés rares qui nous permettent de faire épuisement et intimidation avec un dé rare. À mon avis, c'est la manière la plus fiable d'infliger des fatigues à l'adversaire. Alors, la liste d'avant, elle est bien parce qu'elle fait 7 dés quand même, donc c'est pas négligeable. Mais celle-là, finalement, les levées, vous les activerez pas plus. Vous aurez peut-être même, paradoxalement, moins de capacité de tir parce que votre levée de 12 figurines risque de tirer à tous les tours, alors que vos 3 levées de 8 figurines, il n'y en a qu'une seule qui risque de tirer à tous les tours également. Mais c'est très bien. Là où je dis que je ne fais jamais ça, c'est de réduire le nombre des figurines dans les unités. Je déteste faire ça, je trouve que c'est pas du tout intuitif. Ça va contre le bon sens. Mais bon, tant pis. Il va falloir faire une exception pour les Anglo-Danois. Donc, 2 levées, et puis les 4 points répartis entre garde et guerrier. 2 et 2, ou 3 et 1, comme vous voulez. Je pense que c'est faisable. De cette variante, elle est bien, il n'y a pas de problème. Si vous voulez pas avoir plusieurs points de levée, vous pouvez prendre un seul point de levée, puis par exemple 3 points de guerrier que vous répartirez en 4 unités de 6 et 2 points de garde. Ça vous fera 8 dés également, avec plus de potentiel au corps à corps, moins à distance. Ça dépend comme vous préférez. Après, comme les guerriers, c'est plus facile à activer que les levées, c'est peut-être mieux aussi, parce que les levées, en réalité, vu que ça demande un dé peu commun ou rare, vous avez tellement d'autres choses à faire avec. C'est compliqué. Donc peut-être même multiplier les groupes de guerriers pour avoir qu'une seule levée. Et voilà, les groupes de guerriers et de garde. Mais bon, c'est-à-dire qu'avec 3 points de guerrier, c'est facile de faire 4 unités de 6. Ça, par contre, j'y déroge pas. Les nombres impairs, c'est pas mon truc. Et les unités de différentes tailles un peu partout, 7 là, 5 là, ça c'est impossible. Ça se matérialise pas dans ma tête. Donc voilà pour les listes qu'on peut proposer que je peux proposer en anglo-danois. Je suis très loin d'avoir la science sur ce plateau. Je pense qu'il y a des gens qui font différemment et même certainement mieux. Donc voilà, pour moi le but c'est vraiment de viser les 3 des rares par tour. Une fois que vous avez fait ça, vous allez gagner en anglo-danois. Voilà. Quand on n'est pas bon stratégiquement, il faut compenser avec les dés. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine faction.